Alors, je regarde si des mains se lèvent, mais je vais aussi tout de suite. Alors, Marianne a Dans le lancé chat, une avait. salve de questions dans le chat. Est-ce que Ouais, tu veux le dire toi-même? je vais essayer de les Euh, résumer rapidement. Pour J'avais une question pour Marie-Laure. Olivier. Euh, Vas-y. je me demande, alors c'est pour votre double casquette, peut-être enseignant et chercheur. Euh, du coup, dans quelle mesure aujourd'hui les formations, voilà, elles tiennent compte de ces nouvelles pratiques en termes de métriques, de s'adapter à ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, notamment. Ça, c'est pour Olivier. Et puis pour Marie-Laure, j'avais aussi pas mal de questions. Je me demandais, mais je vais essayer de résumer rapidement, je me demandais, est-ce que c'est courant dans le secteur voilà, d'avoir un département comme ça, R&D, au sein d'un groupe médiatique, d'un groupe de presse? Et je me demandais aussi de manière générale un petit peu quelle forme prenait la restitution des différents travaux qui sont menés au sein de ce groupe R&D. Est-ce que c'est des restitutions écrites? Est-ce que c'est des restitutions orales? Est-ce que ça donne lieu à des échanges avec ceux qui produisent l'information, avec les journalistes, avec les rédacteurs? Voilà, globalement, c'était mes deux questions. Ok, je vais commencer en répondant de manière cursive, assez courte. En fait, on va plutôt, en tout cas à Lannion, mais je pense que c'est à peu près partagé dans les écoles de journalisme, il y a une approche critique en fait de ces dépendances et de sensibiliser les étudiants en fait à ces dépendances qui s'instaurent. Il n'y aurait pas d'accompagnement et puis ça n'aurait pas grand sens puisque, je ne sais pas, ne serait-ce il y a 4-5 ans, c'était l'acteur qui était très important qu'il fallait accompagner, c'était plus Facebook, qui était une source d'audience importante. Là, c'est Discover. Là, on sait que ce qui est en train d'arriver, c'est les IA, et on l'a vu la fois dernière. Euh, de plus en plus, là, on était à un tiers des personnes interrogées par l'Arcom, en fait, utiliser les IA pour s'informer et qu'on voit en fait que même il y a même une injonction en fait à écrire pour les IA, ce qu'on appelle en fait comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, c'est pas le SEO, c'est le GEO, le Oui. Generated Engine Optimization. Est-ce qu'on va faire des cours là-dessus? Oh non, hors de question. Donc on ne fera pas. Et puis en fait c'est tellement évolutif, mais c'est vraiment de prendre conscience en fait de ces dépendances et de réfléchir en fait plus largement au modèle économique euh, et dans lesquels en fait les étudiants souhaiteraient s'investir. Et en même temps, en répondant en fait du côté de la recherche et en soulignant ce que disait Loïc, c'est que finalement, euh, en sociologie du journalisme, la question des publics reste largement un impensé. Et qu'on a très peu de choses en fait sur les pratiques effectives. Donc on regarde beaucoup plus les pratiques journalistiques et le discours qui peut être fait au fondement des identités des journalistes. Et que, notamment, de ce point de vue-là, il y a une forme de dénégation publique de la part des entreprises de presse à l'égard de leur dépendance euh, aux plateformes. Donc, certains vont plutôt avoir un discours en disant, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, notre modèle, c'est l'abonnement. Et puis, quand on regarde effectivement les pratiques qui sont développées dans les rédactions, non, il y a autre chose qui se passe. Et puis, un dernier point, c'est aussi en fait la diversité des métiers. C'est-à-dire que je prends un titre de presse dont je tairai le nom, mais c'est valable, je pense, pour beaucoup. Euh, le chef du référencement n'est pas un journaliste. Donc celui qui commande aux journalistes à comment écrire et adapter leur écriture sont des gens qui viennent plutôt du monde du marketing, spécialistes des référencements et qui écoutent en fait les algorithmes, voient en fait les modifications et demandent aux journalistes de s'adapter. Donc nous, on ne pourra pas demander aux étudiants d'apprendre à écrire. Euh, pour ça n'a pas de sens. Mais on ne fait que déplorer en fait cette dépendance qui s'instaure à l'égard de ces outils qui sont générateurs d'audience et face aussi à un mouvement de une baisse d'abonnement qui s'annonce de plus en plus importante. Merci Olivier. Je vais répéter mes questions, je crois, pour Marie-Laure, parce que je suis pas sûre que
Elle les a entendus. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, c'était vraiment passionnant parce qu'on on rentre rarement comme ça dans la production en interne. Je me demandais si c'était courant pour un groupe de presse d'avoir un département recherche et développement ou si c'était l'exception Ouest France. C'était ma première, pas Ouest France, mais le groupe. C'était ma première question. Et la deuxième, je me demandais aussi comment se passait la restitution des différentes études que vous pouvez mener au sein du département. Et notamment, est-ce qu'il y a des échanges avec ceux qui produisent l'information derrière? Voilà, les journalistes, les rédacteurs, etc. Merci. Le micro, on n'entend pas. Merci et désolée pour ce couac technique qui m'a coupé. Oui, effectivement, c'est plutôt exceptionnel qu'il y ait un service R&D comme ça. À savoir que c'est même intéressant en termes organisationnels en fait, de savoir quel statut et comment le service R&D effectivement collabore avec les autres entités. Notamment il y a quelques années, en fait, le service R&D était par exemple avec la data. Donc là, ils étaient vraiment en lien avec la production de métriques. Historiquement, alors moi je n'étais pas là, donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas historiquement, finalement, le service R&D s'est progressivement déplacé pour finalement davantage avec la communication notamment, et d'être davantage en lien avec la communication auprès en interne et en externe, du lectorat. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de rapprochement avec l'équipe data finalement. Donc voilà, en fait finalement, l'organisation en tant que telle dit quelque chose aussi de la vision des études, de la vision des publics par les études. Et puis voilà, de comment est-ce qu'on collabore, sachant que l'équipe R&D détachée de la data pouvait pas produire à peu près produire la même chose en fait, c'était moins fluide et concrètement pour pouvoir avoir des données sur le lectorat, il fallait finalement passer par une autre entité avec des délais pour avoir des informations et puis des informations un peu plus partielles. Donc là aujourd'hui avec le rapprochement avec le pôle data par exemple, là il m'est beaucoup plus simple d'avoir des informations sur le profil de tel ou tel lecteur de tel magazine par exemple. Donc voilà, donc en termes organisationnels déjà il y a une conséquence, enfin ça a une conséquence sur la manière dont on va mesurer le public et produire de l'information dessus. Ensuite sur la restitution, c'est un sujet justement, puisque donc j'ai axé ma présentation sur la confrontation finalement de la représentation du lectorat, des publics en fonction des cultures métiers en fait. La restitution se fait donc auprès des entités qui ont commandé l'étude. Donc pour la maquette Ouest France, c'était auprès de l'équipe projet Ouest France. Sur les 6 études, les six études avant le lancement de la maquette, et ensuite auprès de l'ensemble des rédacteurs en chef de Ouest France. Et donc à chaque fois, bon la maquette c'était vraiment un gros sujet qui nous a vraiment occupé une bonne année, même plus d'une année. Et donc là en fait on a fait des restitutions spécifiques en fonction de à qui on s'adressait. Donc par exemple auprès de la SPDH, on a davantage axé sur la manière dont le lectorat allait se retrouver dans la hiérarchie de l'information. Auprès des DSR, c'était davantage la manière dont eux vont pouvoir s'approprier la maquette, comment mettre en forme l'information dans cette nouvelle maquette et comment finalement automatiser la production de l'info et oui c'est ça la publication de l'info dans la maquette. Globalement, la maquette permet oui davantage automatiser entre guillemets. Enfin normalement c'est censé être plus facile en tout cas de savoir où mettre l'article dans la maquette. Et ensuite, en fait, on a un sujet justement de diffusion de l'information auprès de l'ensemble des entités, puisqu'en fait, on a une entité qui commande l'étude, et c'est bien uniquement elle qui l'a commandée.
Et cette étude peut intéresser d'autres personnes, mais finalement, elle va pas circuler davantage. Et donc, on a toujours une représentation partielle des publics et du lectorat, en fait, puisque cette vision unifiée, là, par exemple, que je vous ai montré pour l'équipe data, pour l'application, pour l'application voilà, c'est en fait c'est l'équipe projet qui finit par avoir une vision unifiée de ce qu'est de qui sont les utilisateurs de l'application, en fait, puisque les équipes data, les équipes R&D, etc., finalement, étaient chacune dans leur tunnel finalement d'études. Et il y a une équipe projet qui a pu donc unifier tout ça. Voilà. Si ça répond bien à la question. Ouais, ok. Merci, je vois qu'Olivier lève la main. Ouais, c'était pour un petit commentaire parce que je trouvais ça super intéressant finalement que ce que tu nous montres nous dit plus des choses en fait de la pluralité des mondes sociaux qui peut composer cette organisation avec des professionnalités où il y a des visions des publics en concurrence. Et Complètement. finalement, en fait, dans la connaissance des pratiques informationnelles, qui était aussi un des éléments abordés la fois passée, en fait, cette connaissance, elle est somme toute partielle. J'aurais dit même partiale, puisqu'elle dépend, en fait, elle vise en fait à renforcer le bien fondé d'une démarche du pôle data, par exemple, d'extraire des données auxquelles ils ont accès, c'est bien justifié en fait cette approche-là. Un petit peu. Mais c'est finalement dans ce rapprochement, ce serait intéressant de voir ce rapprochement en fait avec le pôle data. Oui. Ça devient en fait des moments de tension. Bah, pour répondre à ça, justement, bon, moi, ça fait quand même, donc ça fait 2 ans que je suis là, hein, donc voilà, faut quand même pour savoir d'où je parle. Mais en tout cas, ce que j'ai noté avec ce rapprochement avec le pôle data là actuel, c'est une redécouverte justement du métier de chacun et de savoir, bah, en fait, c'est qu'est-ce que vous faites vous, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin pour connaître nos clients en fait. Voilà. Et donc, voilà, on est en train de s'acculturer au métier de l'autre, en fait, dans ce cadre-là. On fait des réunions, en fait, pour échanger sur quelles sont vos données, c'est quoi votre vision des clients. Et comment on peut collaborer ensemble, bien sûr. Et je confirme un point que tu as soulevé, j'ai pas évoqué, mais j'ai eu plusieurs retours en fait de chefs, de responsables, par exemple des directeurs départementaux, qui demandent à leurs journalistes le matin, le premier réflexe, c'est d'aller consulter les groupes Facebook locaux pour y trouver les sujets. Mm. Donc c'est devient en fait la première mine d'infos. Donc il y a une vraie aussi dépendance à l'égard de ces espaces de circulation qui interrogent. Finalement, en fait, si on retrouve dans le journal quelque chose qui a déjà été publié sur des groupes Facebook, quelle est l'utilité en fait d'acheter le journal? Une première interrogation. Et puis le deuxième, c'est les retours que j'ai autrement, c'est les discussions en fait autour des articles qui marchent le mieux. Il me semble qu'au mois de décembre à Rennes, c'est l'article à cartonner, c'est la course en slip à Rennes. Voilà. Et donc, ben, forcément, en fait, et les sujets qui marchent bien sont les sujets faits divers, les sujets commerce, les sujets feel good, et tout ce que l'algo en fait valorise, mais qui n'est pas Mm. forcément en fait correspond aux attentes des lecteurs. Donc, c'est vraiment des Mm. représentations des attentes qui sont construites. Après, de là, parler de dictature de l'algorithme, évidemment, ça va influencer, mais pas uniquement. Il y a quand même, c'est pour ça que j'ai quand même mis en lien, en parallèle, en tout cas, la vision des journalistes et de l'association. Il y a quand même, par exemple, sur les faits divers, ils veulent pas non plus pousser trop les faits divers, justement. Ils veulent quand même faire attention à la valeur perçue de l'information, rester un média de proximité fiable. Et donc, il y a un sujet justement de valeur de l'information dans le flux d'infos, de faits divers numériques, donc hiérarchie de l'information dans le flux, et puis nature en tant que telle de l'information, donc plus de qualité versus faits divers. Donc, c'est pris en compte. Ça, il y a effectivement
Les données web sont très importantes, mais c'est pas uniquement elles qui vont orienter la production de l'info uniquement, quoi. Voilà, juste pour apporter un peu de nuance. Oui, oui, mais parce qu'il y a des dimensions aussi d'identité professionnelle des journalistes. Ça Mm, vient heurter en fait leur professionnalité de devoir mm, produire en fonction d'impératifs d'audience. mm. Mhm. Je me demandais, je regarde, alors s'il y a des mains qui veulent se lever ou des questions qui veulent être transmises par le chat, n'hésitez pas. En attendant, peut-être, je me demandais, moi, ce que vous venez ce sur quoi vous venez d'échanger, là, Marie-Laure et Olivier, à quel moment vous observez que c'est pris en compte ou discuté en regard de stratégies éditoriales qui peuvent paraître globales ou locales suivant l'endroit où vous vous placez l'une et l'autre. C'est-à-dire, comme on a l'impression qu'il y a beaucoup de données différentes et de visions du public qui sont différentes, mais qu'en même temps, comme tu l'as dit Marie-Laure, l'algorithme a tendance à devenir un peu le rédacteur en chef technique et comme tu l'as dit Olivier, le SR Web qui est celui qui a en local la vision la plus large des métriques a un peu tendance à devenir une forme de rédacteur en chef en pratique en tout cas sur la manière dont est diffusée l'info et dont elle est scandée au fil de la journée. Est-ce que les journalistes, je ne sais pas, se plaignent ou discutent de ça en termes de stratégie éditoriale qui serait en train de changer de manière volontaire ou pas d'ailleurs, Mm. et du côté de Marie-Laure, en quoi est-ce que ça c'est au niveau peut-être de la SDPH ou à d'autres niveaux du groupe, ces connaissances-là sont retranscrites ou réécrites en termes de stratégie. Mm. Bah, de manière partielle hein, aussi. Ce que j'ai pas dit, c'était la question de Marianne aussi, parce qu'il y avait la question de la restitution et donc comment est-ce que les études sont prises. Chacun a son filtre, hein, de toute manière, et professionnel et individuel aussi. Quand je dis ça, c'est euh, euh, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui va être la directrice éditoriale d'un magazine qui va avoir une vision en particulier de ce que doit être un magazine sur la Bretagne. Donc là, on a la vision d'une Bretagne. Globalement, on a eu une étude sur il faut faire quelque chose pour les néo-bretons avec une image de Bretagne moderne, plus moderne en tout cas, pour essayer de renouveler un peu le titre. Là où en fait, ça s'est confronté à une vision d'une directrice éditoriale qui défendait plutôt une vision plutôt traditionnelle. Donc là, c'est plutôt en termes de préconisation d'études où là, ça peut peut-être coincer, ou en tout cas avoir voilà, toujours ce sorte de choc de confrontation de vision. Et il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, qui peut aussi orienter la manière dont sont prises les études, c'est que moi, je peux très bien inviter les commanditaires à participer au focus group. Typiquement, pour la maquette, j'ai mené beaucoup de focus group. Et il peut se dire tout et son contraire dans un focus group. Enfin, selon les focus group, si ça dépend de la constitution, de la composition socio-professionnelle en genre et en âge. Si un journaliste qui donc dit connaître son lecteur, connaître son terrain et que justement sa force c'est d'être au plus près, de sentir le pouls du terrain, c'est comme son identité professionnelle. S'il assiste au focus group et qu'il voit un enseignement en particulier, pour lui, c'est ce qui va résumer, c'est ce qui va être révélateur d'un enseignement, l'étude en particulier. Et au moment de la restitution, moi, je vais plutôt nuancer tout ça en fonction des autres focus group. Et donc là, il peut y avoir une confrontation. Le terme est un peu fort là peut-être, mais en tout cas, peut-être des réserves en tout cas dans l'appropriation des résultats d'études, puisque ça ne correspond pas finalement à ce que lui, le journaliste en l'occurrence, a senti du terrain. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Olivier, tu voulais réagir. Oui, juste en complément, oui, ça devient une source de tension. Mm.
ouais, au sein des rédactions. Mais aussi avec c'est une chose que je m'attendais pas dans les entretiens, c'est que quelles sont les données disponibles en fait sur les publics, en fait, dans les locales, c'est essentiellement les données numériques. C'est-à-dire que Mm. j'ai des journalistes qui ne connaissent pas en fait la diffusion, enfin si ces chiffres existent, mais le nombre d'abonnés par commune sur leur territoire de diffusion, voilà, ces données ne sont pas transmises et en discutant avec un chercheur qui travaille sur un autre terrain qui est celui d'un groupe de presse du centre de la France, la réponse est que les données sont tellement mauvaises qu'il y a un refus de les transmettre pour pas démotiver les troupes. Mm. Est-ce que Marie-Laure, tu peux confirmer ça? Moi, je suis moins dans les rédactions en fait, donc voilà, je peux pas vraiment confirmer. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des réunions régulières, au moins une fois tous les mois, non toutes les semaines, je crois il y a des reportings sur les articles qui ont bien marché sur le web ou pas. Et donc régulièrement, effectivement, ils ont des métriques en tout cas sur la viralité d'un article, d'une information, le nombre de clics, etc. Donc ça, effectivement, ça, je peux que confirmer le fait que c'est surtout à ces données-là que les journalistes ont accès au quotidien, en tout cas, davantage que les études de lectorat ou de public de manière générale que moi je peux produire et qui en plus c'est davantage à destination des chefs de pôle ou voilà, c'est pas, ça va pas être adressé aux journalistes finalement du terrain tous les journalistes ne vont pas avoir accès finalement aux résultats de l'étude. Ou alors ça va être filtré par le chef de pôle par exemple. Donc au quotidien, les journalistes, effectivement, ça va plutôt être de la métrique web. Mm. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais laisser une dernière chance pour d'éventuelles questions qui sortiraient maintenant, mais on a déjà largement dépassé le temps qu'on s'était accordé. Et puis, le nombre de personnes dans la salle commence à diminuer, donc je pense qu'on peut se dire à la prochaine fois. Merci beaucoup, Marie-Laure et Olivier, et merci à toutes celles et ceux qui étaient là pour vous écouter. Donc, on peut annoncer que prochainement, vos diapos seront disponibles sur le site de Marsouin et qu'on se retrouve. J'ai perdu ma feuille. La Le prochaine. 27. Le Le 27 27 mars. mars. Merci Olivier. 27 mars pour parler de presse, de médias locaux et de démocratie. Et c'est Olivier qui animera la prochaine séance. Merci beaucoup et à très bientôt.